Alors, bonsoir YouTube, bonsoir Twitch, bonsoir Peertube, bonsoir à vous tous qui regardez cette émission là maintenant tout de suite en direct ou qui allez la regarder plus tard en rediffusion. Merci d'être là. Donc là, le concept, c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui ont un petit peu oublié, eh bien, je fais de l'écriture de jeux de rôle en direct. Enfin, écriture, ou pour être plus précis, réécriture, puisqu'il s'agit d'un jeu que j'avais déjà écrit il y a très longtemps. Il était sorti en 2006, il s'appelait à l'époque Tigre Volant. Et là, je suis en train de préparer une nouvelle version du jeu qui va changer pas mal de choses au niveau du format, au niveau des mécaniques et au niveau du titre également, puisqu'il va s'appeler désormais Erdorin 2300. Et du coup, un petit peu pour me motiver, parce que j'ai énormément de mal à faire des choses qui sont pas World of Tanks ces temps-ci. Soyons très francs. Du coup, je me suis lancé comme défi, un jeudi sur deux, de présenter une session d'écriture du jeu, de certains chapitres du jeu. Alors, c'est clair, comme on est un petit peu à 1 heure parfois, c'est pas très très rapide et c'est pas très constructif, mais ça me permet d'une part d'avancer un petit peu sur l'écriture, et puis aussi en faisant un petit peu des réflexions à moi-même, et puis il y a quand même un certain nombre de gens qui ont la bienveillance de rebondir sur mes bêtises. Ça me permet de poser un certain nombre de problématiques que je rencontre avec cette nouvelle version, parce que comme mentionné, il y a pas mal de choses qui vont changer dans cette nouvelle version d'Erdorin 2300. Donc le but du jeu, pour ceux qui me regardent maintenant ou ceux qui me regarderont plus tard, c'est pas simplement de me regarder faire des trucs sur un écran de façon un petit peu random, mais c'est, si vous avez des idées, si vous avez des suggestions, il faut pas hésiter à rebondir sur ce que je dis ou à me suggérer des choses. Ça permet de nourrir ma réflexion. Et Victor Dupire, fidèle au poste, bonsoir à toi Victor, merci d'être là. Je ne prends pas ta présence pour acquise, soyons clairs, mais ça me fait vraiment très plaisir que tu sois là. Et on a Torb également qui est là. Salut à toi Torb, Torb Musique et Rétro Gaming. Donc tu as également une chaîne, je le mentionne pour les gens qui ne connaissent peut-être pas ta chaîne, où tu parles justement de musique et de rétro gaming. Tu n'es pas le seul d'ailleurs dans ce cas, je connais également Monsieur Choco qui fait ce genre de choses. Tu fais des unboxings, là assez récemment tu avais fait pas mal de trucs, d'ailleurs tu avais fait un shout-out pour ma chaîne, ce dont je te remercie beaucoup. Et puis je vois qu'on a quand même un petit peu de monde ici. Alors on va pas commencer tout de suite, parce que je sais par expérience que si j'annonce 21h, il va y avoir le quart d'heure vaudois qui va jouer. Il y a pas mal de gens qui vont débarquer vers 21h15, 21h30. Oui, c'est un quart d'heure vaudois qui peut être assez facilement extensible. Ça te fait plaisir de pouvoir revenir ici, tu me dis Torb. Écoute, moi ça me fait vraiment plaisir de te voir. C'est mérité, merci bien. Merci beaucoup. J'espère que tu vas y trouver des choses intéressantes, parce que on en a pas trop discuté. Je sais pas trop si tu es très JDR, si t'es très jeu de rôle, et puis si t'es très écriture aussi. Je veux dire, c'est quand même un petit peu de choses qui sont théoriquement liées, mais pas forcément. Alors j'ai tendance à dire que quasiment tous les rôlistes, au bout d'un moment, ils vont avoir un brouillon de jeu de rôle qui va être quelque part dans un tiroir. Ça fait partie un petit peu de l'évolution presque logique des joueurs de jeux de rôle. Plus ils s'intéressent à ce loisir, plus ils s'intéressent à cette activité, plus ils ont tendance à se diriger vers l'écriture, surtout si en plus ils sont meneurs de jeu, où ils ont déjà tendance à écrire des trucs pour préparer leur scénario, leur campagne, tout ça. Plus encore la tendance aussi de beaucoup de rôlistes de faire leur propre truc à leur sauce, leurs propres règles additionnelles, etc. J'avais lu il y a pas mal de temps des bouquins sur l'histoire du jeu de rôle. C'est un sujet qui me passionne, notamment Playing at the World. Et il mentionnait un truc que j'avais trouvé super intéressant. Il mentionnait comment le jeu de rôle s'était développé
quand le premier jeu de rôle, ce qu'on considère comme le premier jeu de rôle, savoir Donjons et Dragons, est sorti en janvier 1974, il a commencé à se répandre surtout, alors sur la côte est, donc du côté entre, on va dire, à partir de Chicago jusque vers New York, il a commencé à se répandre surtout chez les wargamers. Et puis, assez rapidement, il est arrivé en Californie. Et là, en fait, c'est un public un petit peu différent. C'était surtout des gens qui étaient dans des activités qu'on qualifierait aujourd'hui de jeux de rôle grandeur nature ou de reconstitution historique. C'est une organisation américaine qui existe depuis pas mal de temps, qui s'appelle la Society for Creative Anachronism. Et c'est beaucoup des gens de ces milieux-là. Et il y a eu une explosion. En fait, le premier fanzine qui parlait de jeux de rôle est sorti 6 mois après Donjons et Dragons. S'appelle Alarums and Excursions et vient de s'arrêter. Je crois qu'il s'est arrêté à la fin de l'année, à fin 2025, donc il a duré pendant plus de 50 ans. Là, je crois qu'au niveau fanzine, c'est record battu, toute catégorie. Et déjà assez rapidement, il mettait des règles optionnelles, il mettait des règles alternatives. C'est absolument fascinant de voir la créativité qui a popé déjà des tout débuts du jeu de rôle. Alors, Torp, tu dis, j'ai une histoire un peu en dents de scie avec le JDR suivant les périodes de ma vie. T'as joué à D&D 3.5, tu masterisais un peu Shadowrun, In Nomine Satanis, Magna Veritas ou INSMV. Ça a été dans les années 90, ça a été un petit peu notre jeu de rôle de référence pour faire des trucs déconnes. À cette époque-là, moi, j'officiais. Alors, c'est dans les premiers temps où je jouais à Donjon. J'ai commencé à écrire la première version de Tigre Volant, donc de ce qu'allait devenir Erdorin, et j'écrivais aussi. L'autre truc pour lequel j'ai beaucoup écrit, c'était INSMV, notamment dans un fanzine suisse qui s'appelait le Tinkle Bavard, qui a duré bien moins longtemps que Alarums and Excursions, mais avec 10 ans et 50 numéros, je crois on n'a pas trop à rougir de notre longévité. Et un des trucs dont je suis le plus fier, c'était quand même d'avoir fait un scénario INSMV dans lequel les personnages, c'était un one-shot, dans lequel les démons vont se retrouver face aux chevaliers du Zodiaque. Grand succès en convention, ce scénario-là. Il s'appelle Youpi, c'est mercredi. Ce qui, je soupçonne, est une turbo-blague de vieux. T'étais le créateur de Club JDR au lycée, félicitations. Cool. Voilà, bon, moi j'ai commencé le jeu de rôle il y a bien plus longtemps, parce que quand j'ai commencé le jeu de rôle, en fait, il y avait pas de jeu de rôle en français du tout. Enfin, il y avait des traductions officieuses de D&D Boîte Rouge qui traînaient à gauche à droite. Et puis, en fait, donc j'ai commencé en 82, à l'été 82. C'est en fait ce qui m'a permis, en fait, une grande partie de mes capacités en anglais viennent du jeu de rôle, viennent aussi des bandes dessinées, en fait d'un peu tout sauf de l'école, pour être très précis. Et en fait, le premier jeu de rôle, alors la D&D Boîte Rouge a été traduit en français, je crois, fin 82, début 83, et courant 83 est sorti le premier jeu de rôle français, qui était l'Ultime Épreuve, auquel on a joué une fois pour voir à quoi ça ressemblait. Et on s'est dit non, en fait non, ça il ne faut pas. Bon, les Français sont quand même beaucoup rattrapés là-dessus depuis. Il y a vraiment des jeux excellents qui sont sortis, des jeux français qui sont sortis, qui sont vraiment excellents. Mais alors les débuts du JDR en France, ça piquait. On avait vraiment Et là, je pense aussi, c'était quand même beaucoup des wargamers qui sont tombés dessus au début. Un indice qui ne trompe pas, c'est qu'un des premiers jeux de rôle, un des premiers clubs de jeux de rôle français dans les années 80, il était à la rue d'Ulm, qui était c'était Matsup, je crois, donc mathématiques supérieures à l'université ou l'école polytechnique, je sais plus. C'est de là que vient l'expression gros bill, parce que c'était en fait un gars qui était le boucher dans le quartier, qui jouait avec eux et qui jouait de façon extrêmement brutale. Il y a tout un tas d'anecdotes autour des débuts du JDR qui sont absolument fascinantes.
fascinante de façon générale. Hein. L'histoire du JDR, c'est un truc assez fou en soi, comme le fait que c'est quasiment devenu un nouveau média, en fait, d'une certaine façon. Je suis en train d'écrire d'ailleurs un texte pour un fanzine d'auteurs pour parler du jeu de rôle dans un point de vue littéraire. Ça va être très compliqué parce que grosso modo le premier jet que j'ai fait faisait 10 000 mots, ils m'en demandaient 3000, donc il va falloir, j'ai pas encore osé rouvrir le truc qu'ils m'ont envoyé, mais je pense que ça va un petit peu piquer. Mais bon, ça fait partie du jeu, mais il y a tellement de choses à dire sur le sujet de l'écriture, sur le sujet du jeu de rôle, sur le sujet de comment les deux se mélangent, comment on a beaucoup d'auteurs de jeux de rôle, beaucoup d'auteurs de science-fiction et de fantasy à l'heure actuelle sont rôlistes ou anciens rôlistes. Le jeu de rôle en lui-même, c'est un petit peu, quand on y pense, une manière un méta, un outil pour écrire des fictions. C'est une fiction pour écrire des fictions, en fait, d'une certaine façon. C'est assez fascinant aussi de ce point de vue-là. Alors après, maintenant, si le souci, c'est que on n'écrit pas un roman de la même façon qu'on écrit un scénario de jeu de rôle. Ce qui est une bonne nouvelle pour un peu tout le monde en fait, mais c'est des choses auxquelles il faut se rattacher. Il y a, je pense quand même, par exemple, un des trucs que je notais, c'est qu'il y a vraiment des éléments qui sont très intéressants à garder à l'esprit pour ce qui est de la cohérence d'un univers quand tu fais du jeu de rôle. Il faut t'attendre à ce que tes joueurs vont pulvériser ton scénario. Et des fois, alors tu peux essayer de faire un truc un petit peu littéraire en ayant des scénarios qui soient un petit peu PJ-proof. Ça marche pas toujours, ça marche même assez rarement en vrai. Moi, de plus en plus, je me dirige vers des écritures de scénarios quand je fais jouer pour moi, qui sont beaucoup plus bac à sable. Je pose des PNJ, je pose des adversités, je pose des lieux, je pose des trucs à faire, enfin des problématiques, et puis je laisse un petit peu les joueurs faire là-dedans. Alors, faut avoir une certaine capacité d'adaptation et d'improvisation, mais c'est d'une certaine façon, c'est plus facile à préparer. Encore que ça se discute, mais surtout ça évite de trop se prendre la tête à essayer de concevoir une histoire qui de toute façon risque d'être démolie à coups de masse par les joueurs. Et encore à coups de masse, c'est quand ils sont délicats. Généralement, ils prennent d'autres joueurs pour taper dessus. Ça va être, d'autres PJ, on va dire. On va espérer qu'ils font pas ça avec les joueurs, mais j'ai plus rien de m'étonne des fois. Voilà. Bon, j'ai pas mal meublé, il est 21h15, on va peut-être commencer à regarder cette question d'écriture. Alors, boum, transfert, boum, mise au point caméra, machin. Alors, la dernière fois, j'étais parti sur l'écriture, donc, des nations. Alors, je vais déplacer, j'ai une autre fenêtre derrière, je vais la déplacer un petit peu, histoire que ça fasse pas trop le caca. Est-ce que ça se voit? Non, ça va, ça met pas trop le sbol. Parce que, en fait, j'ai l'ancien, ce que j'ai fait. Alors maintenant, faut pas que j'oublie que c'est cette caméra-là. J'ai deux caméras. C'est cette caméra-là qu'il faut que je regarde. J'ai l'ancien fichier de Tigre Volant 3, dont je me sers pour récupérer certaines informations. Alors, la dernière fois, si vous vous souvenez, j'avais commencé à écrire des trucs sur les nations, et puis c'était un petit peu nawak, et puis je me disais, faut quand même que je structure ça. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai pas énormément écrit, mais j'ai quand même restructuré pas mal ces documents. Donc vous voyez, donc pour tout ce qui est les nations, donc nations terriennes, et puis j'ai rajouté ce que j'avais appelé le stat block, qui était en fait les éléments qui parlent enfin les données statistiques, on va dire, qui sur le pays, la population, quel genre d'État, quel genre de langue nationale, la capitale, etc.
pas toujours faisable parce qu'il y a certaines nations, là typiquement les États-Unis nord-américains, on verra ça un petit peu plus tard. J'ai réarrangé un petit peu donc les trucs histoire de recaler un petit peu les choses à gauche à droite, et vous voyez que maintenant dans chaque nation il y a 4 sections: géographie, grosso modo où est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique comme territoire, système politique, société. Alors des fois les deux ça se rentre un petit peu dedans, et le c'est plus compliqué que ça, qui donc là vraiment l'idée c'est de partir sur une description qui est ultra synthétique et de rajouter les trucs un petit peu bizarres qui donnent un petit peu de goût dans le flavor en fait, qui rajoute un petit peu d'arôme dans l'histoire. Voilà, typiquement le fait c'est bien carré comme ça, tu trouves, ben merci, je pense après alors j'ai eu aussi une discussion avec Mathias Wissmann, qui je sais pas s'il va pouvoir venir. Généralement lui, comme il est père de famille, il a pas toujours ses soirées à lui, ce qui fait que il est de temps en temps on le voit passer sur le direct, mais c'est pas toujours le cas. Et il avait mentionné le fait, déjà il avait posé une question, c'est une synthèse, c'est pour qui? Alors bon, ça je crois que c'est peut-être une question de compréhension, que pour moi ça c'est le livre de base, donc on va vraiment présenter les choses les plus simplement possibles, sachant que on va rentrer vraiment dans les détails velus, dans les suppléments. Alors il y aura pas des suppléments pour tout, mais l'idée c'est pas d'encombrer le livre de base avec énormément d'informations qui en fait ne servent pas forcément. Et puis surtout, moi ce qui m'inquiète, c'est un petit peu l'idée que les gens qui vont lire le truc vont se retrouver avec un infodump assez catastrophique sur le coin de la tête, et c'est pas la façon la plus simple de rentrer dans un univers. Déjà que rentrer dans alors c'est un petit peu paradoxal, qui est que je crois que j'en avais déjà parlé dans un autre direct, c'est que j'ai remarqué que beaucoup de gens ne s'intéressent pas à la science-fiction, en tout cas beaucoup de rôlistes, parce que ça leur fait peur. En fait, ils pensent qu'il y a beaucoup trop d'informations, il y a beaucoup trop de trucs à retenir, c'est beaucoup trop compliqué. Ils préfèrent la fantasy parce que c'est simple. La fantasy, c'est pas simple. Enfin, la fantasy, quand c'est entre guillemets bien fait, c'est pas simple. La science-fiction, si tu fais un truc ultra basique avec les gentils, les méchants, et puis les gentils, ça ressemble un petit peu aux États-Unis. Ouais, tu peux le faire aussi, mais ça va pas être super intéressant. Et même chose, la fantasy, tu peux faire le royaume des gentils versus les méchants orques, et ça va pas être très intéressant non plus. Donc, c'est un faux problème, mais c'est un vrai problème quand même, parce que c'est un état d'esprit qui est quand même souvent présent chez les joueurs, qui est que fatalement ils vont se retrouver, ils vont penser la science-fiction, il va falloir retenir plein de formules mathématiques. En plus le fait est que dans le passé on n'a pas été super gâté avec les jeux de science-fiction. C'était souvent des trucs avec effectivement la feuille Excel et puis le catalogue Manu France, des trucs à meuler. Tigre Volant, 3e édition, était un petit peu comme ça aussi. C'est clair, c'est jamais aussi simple. Non, si tu regardes un petit peu on va prendre le Seigneur des Anneaux, hein, le Tolkienverse. Si tu regardes un petit peu comment ça fonctionne, tu regardes à quoi ressemble le Silmarillion et tu pleures, quoi. C'est bonjour, il y a 10 000 ans d'histoire. Il y a des trucs ultra compliqués qui sont passés, il y a des généalogies que même la Bible ils font pas aussi fort. Non, c'est quand même assez compliqué à voir. Après, il y aurait SF à la Stargate SG1, c'est pas compliqué par exemple. Oui, mais c'est un petit peu particulier parce qu'en fait c'est un petit peu alors c'est pas une SF à minima, mais enfin c'est une SF qui part de notre monde contemporain. Donc tu peux tout à fait imaginer tes personnages, c'est des militaires de l'armée américaine en 2000.
Voilà. T'as pas besoin de savoir beaucoup plus. Après, comme c'est un truc de découverte, Stargate SG-1, à part si tu joues un peu plus tard dans la série où il y a déjà plein de choses qui existent, bah tes piou-piou, ils vont passer à travers la porte des étoiles et ils vont découvrir. Les personnages vont découvrir des trucs en même temps que les joueurs. C'est un petit peu ça que je veux dire. Et puis, bah, c'est quand même un petit peu, on a des fois des trucs un petit peu basiques, savoir que c'est la porte, la planète, le climat, le peuple. C'est rare, c'est arrivé un petit peu plus tard dans les épisodes qu'on ait des situations, que les personnages arrivent dans des situations géopolitiques un peu complexes. Ça arrive, au début, ça arrive pas, en fait. Fondamentalement, tu vas avoir des mystères archéologiques un petit peu chelous, le méchant Goa'uld de la semaine, ce genre de trucs. Mais et puis les séries télé aussi, c'est fait aussi de façon souvent, hein, pas toujours le cas, mais c'est quand même souvent fait de façon à avoir des trucs justement qui sont épisodiques avec le problème de la semaine ou potentiellement le méchant de la semaine. C'est pas pour rien qu'il y a un jeu de rôle qui s'appelle Monster of the Week, hein. C'était aussi inspiré, c'était un truc qu'on disait à propos de X-Files à l'époque. Mais oui, Stargate, ça c'est pas compliqué, en même temps c'est compliqué parce que quand tu commences à rentrer un petit peu plus tard dans la série où tu vas te retrouver, alors t'as les Goa'uld, t'as la Tok'ra, tu as le peuple de Teal'c dont je me souviens plus, les Jaffa qui font leur truc indépendant de leur côté, la Tok'ra ils sont pas toujours d'accord entre eux, tu rajoutes derrière les Asgard, il y a les réplicateurs qui débarquent, ça devient un merdier sans nom, mais ils ont l'intérêt de le développer au cours des Jaffa. Merci, c'est effectivement ça. Ils ont la bonne idée de développer ça au cours des épisodes, ce qui fait que c'est plus facile. Mais on est dans le domaine d'un truc d'exploration dans lequel le spectateur va découvrir les choses en même temps que les acteurs, ou en termes de jeu de rôle, le joueur va découvrir les choses en même temps que son personnage. Ce qui n'est pas toujours facile si tu prends du Star Trek par exemple. Star Trek, quand tu commences ton aventure, à moins que tu fasses un truc un petit peu spécial où tu vas prendre des terriens du 21e siècle qui ont été catapultés dans l'univers de Star Trek par le phénomène quantique à la con du jour, tu vas quand même avoir le principe où c'est des personnages qui sont nés dans un univers donné, ils ont fait des études, donc ils connaissent un petit peu, ils connaissent à quoi ressemblent des Klingons, ils savent comment fonctionne la civilisation Klingon, enfin grosso modo, ils savent aussi à quoi ressemblent les Andoriens, les Orions, enfin tu vois, il y a tout un tas de trucs qui existent déjà. Il y avait d'ailleurs eu des histoires un petit peu compliquées. On a regardé un petit peu tous les Star Trek récents, et notamment dans Star Trek Enterprise, qui est censé être le premier vaisseau Enterprise qui a été créé par les Terriens. Ils rencontrent à un moment donné les Ferengi, sauf que les Ferengi, ils sont pas censés les rencontrer avant l'époque de Next Gen, donc quelque chose comme 150 ans plus tard, un truc dans le genre. Donc il y a eu de temps en temps ils sont pris un petit peu les pieds dans le tapis au niveau de la continuité, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que c'est différent si tu imagines un univers dans lequel tu vas découvrir au fur et à mesure, qu'un univers dans lequel en fait tu es né et t'as déjà une certaine complexité que tu connais. Voilà. Donc là, j'ai un petit peu reformaté, j'ai rajouté des trucs, hein, mais fondamentalement, j'ai reformaté les paragraphes que j'avais déjà fait sur les nations. Alors les États-Unis nord-américains, c'est là où ça devient compliqué. J'ai pas encore mis le stat bloc parce que en fait dans la première édition, enfin non, c'est qu'il n'y a pas la première édition qui est la troisième, mais enfin bon, dans Tigre Volant 2006. J'avais décrit nation par nation. Donc les États-Unis nord-américains, c'est une sorte d'union européenne mais au niveau d'Amérique du Nord. Et il y a 6 nations qui la composent.
pour faire un tournoi de rugby s'ils veulent. Et pof pof. Et donc j'avais des stat blocks séparés pour chacune destination. Là, j'avais décidé, alors je sais pas encore si je vais rester à ça, mais j'avais décidé de mettre les 6 ensemble. Et du coup, faudra que je refasse un stat block qui combine tous les 6. Donc, hop. Il y aura des choses à rajouter, hein, c'est plus compliqué que ça, c'est justement la raison pour laquelle j'ai voulu regrouper un petit peu les États-Unis nord-américains, c'est parce que autrement, on a l'impression que dans les États terriens, il y a quasiment que des États nord-américains, quoi. Il y en a genre 6 sur 10. c'est des États nord-américains. Ce qui est vrai techniquement, mais voilà, c'est pas, en fait, d'un point de vue importance, ils ont pas une si grande importance que ça. C'est aussi un des trucs que m'avait fait remarquer Mathias. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. C'était pas 100% clair, mais il a fait une remarque sur le fait que j'aurais très bien pu résumer Israël par mostly harmless. Et c'est vrai que dans le contexte du jeu, Israël, c'est une toute petite nation qui est pas très importante même. Copacabana, qui est encore plus petit et presque plus importante. Mais je pense qu'effectivement, je vais faire une sorte de hiérarchisation des différentes nations, et on va dire les gros blocs, justement, États-Unis, Europe, Fédération des Hautes-Terres vont avoir droit à plus d'espace que les plus petites nations comme Copacabana, Israël, Singapour et peut-être les Caraïbes. Mais les Caraïbes, si ça se trouve, ça va être un encadré, parce que là, c'est vraiment, on est vraiment au niveau de la poussière. Et puis je pense que ça sera aussi le cas pour les autres nations, pour les nations stellaires, où il va y avoir un truc sur les ligues Atlani, il va y avoir un truc sur la République Eldarine, il va y avoir un truc sur les Karlan, un truc sur non, il y aura peut-être plus, un truc sur les Karlan, un truc sur le merdoum. La Fédération des États de la Frontière, un truc sur les Siani, et puis les autres petites nations, ça sera des paragraphes plus petits. Typiquement, là encore, j'ouvre un petit peu j'ouvre pas le débat, mais enfin, je tire des plans sur la comète. Si je veux faire que, par exemple, pour chaque nation majeure, il y ait une double page, pour les nations plus petites, ça sera une page, ou peut-être même moins, ou des encadrés potentiellement pour les trucs vraiment très petits. Et qui pourrait même être rentré dans la catégorie, c'est plus compliqué que ça, parce que fondamentalement les Caraïbes, c'est un petit peu une footnote d'une certaine manière. Moi, je trouve ça rigolo. C'est un petit peu le coin que, en fait, tout le monde s'est battu autour, et à un moment donné, ils se sont partagés la planète, et puis ils se sont dit, genre quelques années plus tard, ils se sont dit, mais en fait, ça appartient à qui ça? Ah merde, on a oublié. Et du coup, il y a des États dans les Caraïbes. Alors Cuba, ça appartient aux États-Unis, ok, mais typiquement Guadeloupe, Martinique, Jamaïque, ce genre de coin. En fait, c'est des États indépendants qui ont pas voix au chapitre au niveau interstellaire parce qu'ils sont trop petits. En fait, personne n'y avait pensé. Et puis, ils vivotent un petit peu comme ça en marge de la société galactique. Je trouvais ça assez rigolo en fait. Donc pouf, voilà, donc j'ai rajouté un petit peu des trucs sur Israël, j'ai rajouté des trucs, alors j'ai commencé à écrire des trucs sur Copacabana, et alors Copacabana, en fait, je suis arrivé j'ai commencé à écrire là-dessus, puis en fait, le souci, c'est que dans Tigre Volant de version 2006, Copacabana, c'était un énorme chapitre au milieu du bouquin, c'était genre 25-30 pages, parce que c'était censé être le décor principal dans lequel allaient se passer les aventures, en tout cas au début. Donc j'avais forcé la description là-dessus, j'ai décrit tous les quartiers, enfin c'est un truc 30 pages quoi. Et puis en fait, résumer du coup ces 30 pages en quelques paragraphes, c'est plus compliqué que ça. Justement, c'est plus compliqué que ça.
Poum 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 poum. Voilà, donc j'avais écrit des trucs. Ville libre de Copacabana, un territoire qui couvre à peu près l'ancienne métropole de Rio de Janeiro, et c'est tout. Elle est donc enclavée dans la Fédération des Hautes-Terres, mais possède sur son territoire l'un des 2 starports civils de la Terre. Il faudrait peut-être que je mentionne que c'est l'Europe qui a le deuxième, c'est Brest. Cité-État indépendante, c'est une cité, donc c'est indépendante. Copacabana est gouverné par un système parlementaire classique. Le chef de l'exécutif est le maire de la ville. Dans les faits, le pouvoir est surtout au niveau des différents quartiers qui ont une grande autonomie. Copacabana n'a pas d'armée, pas de drapeau et pas d'hymne national. Ils en sont très fiers. Une société, une des nations les plus métissées de la Terre. Et en fait, c'est voilà, je me retrouve à devoir résumer un truc de 30 pages en 3 paragraphes. Et c'est un petit peu chaud, on va dire. Et donc c'est plus compliqué que ça. Tac. Copacabana a également la réputation justifiée d'être un havre pour les arcanistes. On définira plus tard ce que sont que les arcanistes. Les arcanistes, c'est les gens qui ont des pouvoirs mentaux. La ville accueille le siège de la Rose de Mars, une organisation arcadiste reconnue. Boum. De par son statut de d'enclave et la présence du starport, la ville libre est également une plaque tournante de contrebande et aussi d'espionnage. Voilà. Tac. Ensuite, Singapour. Tac. Alors, la ville libre de Singapour est également une cité-État qui contrôle l'ancienne peu ou prou le même territoire. La Troisième Guerre mondiale. Mais sérieusement densifié. Avec des gigantesques, dont une sert également d'ascenseur spatial. Orbital est ancré l'autre bout du câble.
ainsi que quelques comptoirs dans la sphère. Boum. Politique. Tac. Alors, là, faut que je revienne sur l'ancien document. Vous allez voir popper des trucs. Alors, oui, c'est là où il faut que je... Non, là, je suis sur Copacabana, c'est pas le bon. Il faut que je revienne sur l'espace terrien. Voilà. Singapour, on va déjà récupérer le stat bloc. Boum. On revient, je me souvenais plus ce que j'avais mis comme système politique. Voilà. Si elle monte, elle est sous un régime d'exception instauré en 2011, une sorte de un peu patarde où un conseil restreint pour moitié de... Alors, peut-être mettre un point quelque part avant de mourir d'asphyxie. La cité posée pour moitié de civils et de militaires. Ça, je pense que ça c'est plus compliqué que ça. On va mentionner le petit détail que, en fait, la ville libre a des liens très étroits avec la Fédération des Hautes-Terres. C'est... Mais faut pas le dire, c'est mauvais pour les affaires. Par exemple, quand il s'agit de contourner un blocus. Voilà. Est-ce que j'avais des choses à rajouter là-dessus? On va redéplacer ça un petit peu sur le côté. Voilà, ok. Société.
la population raisonnablement bien. Il y a cependant... Alors, on va peut-être procéder à un boom. Importante place boursière. Singapour, cité riche. Bon, deux grandes disparités entre les strates sociales. Et le régime. Une voilà. Ok. Donc là, on a un truc qui est leur papier. Est-ce qu'il manque? Tac. Plus compliqué que ça. Donc. Hop. Oui, ça c'est un truc assez rigolo qu'on a. Alors je sais plus exactement d'où est-ce qui avait inventé l'idée de Martin Battleheart. Martin Battleheart, c'est le héros
Highlander parfait, mais en fait, pour pas que ça se voit trop, la Fédération des Hautes-Terres, c'est des films de propagande. Hein. C'est des films de propagande très très bien faits, mais c'est quand même des films de propagande. Et ils l'ont mis comme flic de Singapour. Alors, faut voir un petit peu que le cinéma Highlander, c'est un petit peu un truc qui va reprendre les codes les plus outrés du cinéma d'action de Hong Kong, les relations entre personnages les plus éclatés au sol qu'on trouve dans les telenovelas sud-américaines et les numéros chantés et dansés à la Bollywood. Voilà, vous imaginez un truc comme ça au ciné, vous en avez pour 3 heures et il y en a un qui sort toutes les années ou tous les ans et demi à peu près. Voilà, c'est Martin Battlehart, c'est ça. Alors, touk. Alors, ça serait bien si je tapais correctement moi. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, les nations Caraïbes. Ça, je vais faire un petit encadré. Ça sera probablement un encadré. Je vais peut-être le marquer comme ça. Liste une volée de petites nations des celui-là. Ici, l'exploit de complètement passer sous les radars un peu tout le monde. Ces nations ne sont donc pas reconnues par le CNES et ne sont pas non plus mais par l'un ou l'autre bloc. Je vois un petit peu ce que j'en avais dit à l'époque. T'es où là? T'es là. Tac, tac, tac. 13 Stars. Ah, il y avait 13 Stars aussi. Il faudra que j'en parle à un moment donné. Tac. Alors, boum, boum. Alors, juste reprendre cette phrase-là, je pense que ça sera pas mal. Hop, zut, pourquoi j'ai fait un cut? Ma copie, ça ira très bien. Hop, on va revenir sur le fichier d'origine. Ouais. 13 Stars, je sais pas encore si je veux en parler. C'est une station spatiale qui est à la limite du système stellaire. Le concept méta du truc est assez rigolo parce que, en fait, la raison pour laquelle ça s'appelle 13 Stars, c'est que à l'origine, c'était une station valaisanne, qui avait été fondée par la Migros.
Donc c'est vraiment des blagues turbo suisses. Hein. Si vous ne comprenez pas ce que je viens de dire, c'est normal, c'est que vous êtes probablement pas suisse. Le Valais, c'est un canton suisse dont je suis originaire. Même si j'y ai jamais vécu réellement, mes grands-parents et mes parents y ont vécu, enfin mon père en tout cas, et puis ça a un petit peu la réputation d'être le redneck de la Suisse, hein, d'une certaine manière. Et puis j'avais trouvé rigolo d'imaginer que il y a des intérêts commerciaux qui ont décidé de mettre en place une station spatiale un petit peu avant tout le monde, et que cette station s'appelle 13 Stars parce que sur le drapeau valaisan il y a 13 étoiles. Voilà. Si vous voulez voir un truc très très con, vous pouvez faire une recherche. Alors je crois qu'on peut la trouver encore sur. Je vais vérifier ça. Si je fais 13 Stars. Ok, c'est pas indiqué. Alors, normalement, il est sur YouTube. Pourquoi il est pas sur YouTube ? Alors ça vient malheureusement c'est pas un truc officiel, ouais, sauf que là si je le mets ici, c'est qu'en fait il y a une émission satirique sur la télévision suisse romande qui à l'époque s'appelait 60 secondes, enfin je sais plus exactement, 60 minutes, enfin bref, une émission qui faisait des sketchs souvent assez drôles. Et ils ont une fois invité un groupe de métal valaisan qui s'appelle Black Lion Genocide et donc dont le morceau s'appelle 13 Stars. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires. C'est quelque chose. Je peux pas vous dire exactement quoi. C'est quelque chose, mais c'est assez drôle. Sachant que le morceau en lui-même, là, les oiseaux que vous allez voir sur la vidéo, c'est des acteurs qui font les cons. Mais en vrai, il y a un vrai groupe derrière. C'est un groupe qui s'appelle AMPM, groupe suisse roman qui fait un truc, qui a fait plein de genres différents de métal. Il fut un temps, ils ont même fait du métal progressif. J'avais beaucoup aimé ce qu'ils avaient fait à ce moment-là. Et c'est eux qui ont composé l'album, le morceau. Il n'y a pas d'album, il y a juste un morceau, je pense. Même si c'est marqué quelque part, faut acheter l'album. En fait, non, il n'y a pas d'album. On peut pas acheter l'album, il n'y a pas d'album. Mais voilà. Donc voilà, Black Lion Genocide, 13 Stars, c'était un petit peu aussi là. Ça m'a fait marrer qu'ils aient utilisé cette référence. Mais en même temps, les 13 étoiles, c'est pas non plus très très étonnant. Mais voilà, donc on avait imaginé un petit peu une station spatiale qui s'appelle 13 Stars, qui est au-delà de Pluton en fait. Vraiment, c'est la porte d'entrée. C'était censé être la porte d'entrée du système stellaire. Ce qui est un peu con parce que les gens avaient pas très bien compris que personne n'avait vraiment envie de s'arrêter à la limite du système stellaire parce qu'ensuite le cabotage jusqu'à la Terre c'est très très long. Donc en fait il y a pas grand chose qui passe là-bas. Les gens préfèrent carrément faire leur saut hyperspatial, réapparaître au-delà de la Lune et puis s'amarrer sur une station spatiale ou sur un starport local quoi, au lieu d'aller faire des trucs très très loin. Mais c'est une station qui a connu son heure de gloire quand il y avait pas encore des starports sur Terre. Parce que ça s'est quand même pas fait tout de suite. Voilà, je sais pas encore si je vais quand même la mettre dans la liste ici, hein, mais je sais pas encore si je vais la garder sur la liste des nations terriennes. Alors, station spatiale aux confins du système sol. Elle a la particularité d'avoir été construite par des fonds privés
à une époque où les terriens n'étaient pas censés avoir contact avec les peuples stellaires. Tiens, que quand il n'y avait pas de structure, d'infrastructure plutôt. Vaisseaux spatiaux. Mais depuis son intérêt périclité avec un accent aigu pas vert. Effectivement, son emplacement n'est pas du tout idéal. Et toutefois, toujours en service, avec un actionnariat extrêmement nébuleux. Et la réputation d'être la porte d'entrée qui, pour les trafics les moins avouables. Hop. N'était pas censé, il faut un S insensé, ouais, il faut un S insensé. Voilà. Boum. Bah, du coup, on a fait un petit peu le tour des, je pense qu'on va le mettre aussi en encadré. Quelque part, ou encadré, ou un autre mode de présentation. Voilà, vous êtes encore là, les gens. Parce que moi, je suis en train de taper mes trucs à grande vitesse. Oui, yeah, du monde. Il y a un truc que je voulais faire et que j'ai pas encore eu l'occasion ou pris le temps de faire, c'était de regarder un petit peu quels étaient les qu'est-ce qui existe comme autres streams d'auteurs et puis de voir, d'essayer de m'inspirer un petit peu de ce qu'ils font eux pour essayer de rendre la chose un peu plus vivante. Parce que là, fondamentalement, c'est moi qui tape des trucs, qui raconte des trucs, et puis c'est un petit peu moi tout seul, quoi. En fait, c'est le moi chaud. Alors bon, ça me dérange pas parce que j'ai tendance à le faire de toute façon, mais je pense qu'on pourrait faire des trucs peut-être plus intéressants. Alors, il y a beaucoup de gens qui font des ateliers d'écriture. Là, je suis pas encore au niveau où je vais pouvoir faire ce genre de choses. Ne serait-ce que parce que il y a des il y a peu de gens qui connaissent l'univers. Victor, si je me souviens bien, là, toi tu connais le jeu, hein, tu connais Tigre Volant, t'avais lu, t'avais même joué. En fait, du coup, moi, je pourrais peut-être te demander, alors pas maintenant tout de suite, mais peut-être pour la prochaine fois,
Et la prochaine fois, d'ailleurs, à ce sujet, la prochaine fois, ça sera jeudi prochain. Je redécale un petit peu les lives pour le mois de mars, parce que au niveau des différents trucs de planning que j'ai prévus, c'est plus pratique que je recommence sur du jeu de rôle le premier jeudi, et ensuite musique vendredi, jeu de rôle jeudi, etc. Notamment parce que autrement je me retrouve à avoir un live stream qui collisionne avec un concert notamment. Donc là ça aurait été un peu plus compliqué. C'est toujours possible, hein, on s'ajuste, mais tant qu'à faire, donc le prochain Erdorin 2300 direct, ça sera jeudi prochain, donc la semaine prochaine. Et du coup, bah là, moi, la question que je pourrais te poser, Victor, vu que tu connais l'univers du jeu, c'est est-ce que toi, il y a des choses dans cet univers que tu aimerais voir développer, peut-être des choses que tu penses manquent, ou des trucs qui devraient peut-être être mieux expliqués, ou enfin voilà, je me repose un petit peu sur toi étant donné que bah, t'es souvent là, qu'en plus tu connais le jeu, ça serait assez intéressant de voir ce que toi tu en penses. Et si tu as des idées, si tu as des angles d'attaque auxquels j'aurais pas pensé, ou des sujets que tu aimerais me voir développer. Ok, tu y as joué, tu penses avoir toute la gamme Tigre Volant dans ta bibliothèque. Congrats. C'est chouette. Mais du coup, voilà, donc alors après tu peux avoir toute la gamme, mais t'as pas forcément tous les trucs que tu connais. Mais justement, je fais un petit peu appel à toi, à tes connaissances, vu que tu es une des personnes qui connaît l'univers. Est-ce que tu as, bon, on pourrait faire une séance FAQ d'une certaine manière, mais je serais intéressé d'avoir un petit peu ton retour sur des choses que t'aimerais peut-être voir plus ou moins développé, enfin en tout cas avoir un petit peu un retour critique sur le jeu, sur son univers. Un des trucs que je compte, bon là j'ai encore des choses à continuer, hein. Là je fais les nations terriennes, mais il faudra que je fasse également les nations stellaires, hein. Ça sera le truc ensuite. Normalement il y avait trois sections dans ce chapitre-là. Il y avait les nations terriennes, les nations stellaires et les organisations transnationales. Les organisations transnationales, je pense que je vais pas mal sabrer là-dedans. Je vais regarder, ou je vais faire ça de façon extrêmement synthétique. Là encore, on va vraiment faire des résumés de résumés. L'autre chose que j'aimerais bien refaire par la suite, c'est retourner sur le fichier qui s'appelait Carnet de civilisation. Vous vous souvenez sans doute que j'avais fait ça devait être à l'automne passé. Et j'aimerais refaire le même traitement que je fais subir en fait à tous ces trucs, c'est-à-dire au lieu de prendre le fichier, l'ancien fichier, de recopier des trucs, c'est de réécrire, de garder une sorte de structure, et de réécrire plus ou moins de tête, parce que ça me permet d'avoir une vision peut-être un peu plus à jour de l'univers du jeu. Parce que ce que je m'étais aperçu en lisant le carnet de civilisation, c'est qu'il y a vraiment des trucs qui dataient grave, quoi. Ça piquait vraiment. Je veux dire, on parlait encore de la télévision. C'était assez fou. Rien qui te vient à l'esprit, mais tu as causé la question. Écoute, si tu as le temps, ça me ferait vraiment plaisir. On n'est pas forcé de faire ça maintenant, hein, non plus la semaine prochaine. Ça, c'est une piste. Si tu vois que tu as des trucs, mais qu'il faut plus de temps, on peut tout à fait faire soit la fois d'après ou à un autre moment, hein. C'est pas obligatoire que ça soit maintenant, mais justement, si tu penses que tu peux le faire, ce que je pourrais assez rapidement, ce que je pourrais faire, c'est que pour le prochain, quand je fais l'annonce du prochain, j'en profite aussi pour mentionner, voilà quelle sera la thématique. Si vous avez des idées, venez avec vos questions ou posez-les comme ça, on peut même les explorer à partir du moment où les gens les mettent en commentaire sur l'annonce de l'événement. Je pense que ça pourrait être un truc être assez intéressant.
de voir un petit peu comment les gens qui ont lu le jeu, qui ont joué au jeu. Je vais essayer de booster. Ça serait cool, par exemple, qu'Axel ou Alicia puissent venir. Nalesque, cousin Nalesque aussi, qui a aussi été un joueur. J'ai même joué avec lui lors de la campagne Secret du domaine des trois sources. Voilà, il y a des choses qui, à mon avis, seraient intéressantes d'avoir justement des retours sur des éléments du contexte qui passent ou qui passent pas. Voilà. Touk. Tiens, je vois qu'il y a un truc qui déconne. La société, c'est plus compliqué. Il manque des trucs, là. Ah oui, oh là, je suis con, d'accord. Ok, non mais je me suis pas aperçu que sous Singapour, j'avais 2 fois, c'est plus compliqué que ça. Je suis un gros malin, moi. Toc, alors, du coup, on va le virer là, et on va le rajouter ici. Voilà. Oui, c'est en fait, j'avais lancé le c'est plus compliqué que ça avant de faire le truc société, donc c'est pas très malin. Et voilà. Problème réglé. Au moins ça s'est vu assez rapidement. Voilà, sur ce, je pense que je vais mettre bientôt à terme à ce live. Ça fait quand même 1 heure qu'on est en direct. C'est un petit peu le tarif, on va dire. Hein. Je vais pas non plus faire durer trop longtemps. Je vais quand même essayer d'écrire un peu plus, parce que là, je me sens assez bien lancé, donc il y a des idées à revoir et des choses à poser. Là, c'est assez typiquement, il y a des choses. En fait, je me suis aperçu typiquement, pour 13 Stars, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments. Il faudra que je compare ça avec ce que j'avais écrit pour Tigre Volant en 2006. Et je pense qu'il y a des éléments qui vont peut-être rentrer en conflit avec ce que j'avais écrit à l'époque. Mais comme ça, en fait, ça me paraît plus logique. Et c'est aussi un truc aussi, c'est justement de pouvoir réécrire ces choses à la volée plutôt que de revenir sur des textes. Ça permet, d'une certaine façon, de s'affranchir d'un certain nombre d'éléments qui sont des vieilles dépendances, pour parler un petit peu informatique. Ce qui est pas plus mal, en fait, parce que ça permet de remettre à plat un certain nombre de choses. Là, je vais repasser en mode face cam quand même, c'est mieux. Voilà. Donc de remettre à plat un certain nombre de choses qui m'étaient pas venues à l'esprit, et qui, en fait, fondamentalement, si je commence à modifier des trucs sans penser ou en pensant trop à tout ce qui s'est fait avant, ça risque de faire des conflits. Et j'essaye quand même de faire en sorte que le contexte de Erdorin 2300 soit en grande partie le même, ou en tout cas très compatible avec le contexte de Tigre Volant 3. Mais il y a des éléments, on a vu, il y a quand même des éléments dans les carnets de civilisation qui soudainement ont pris un gros coup de vieux, parce que j'avais pas prévu que certaines choses évolueraient aussi vite en une vingtaine d'années. Donc a fortiori 300 ans, même si on joue le jeu d'expliquer ça en disant oui, mais il y a eu la 3e guerre mondiale, machin, chose bidule. Ça, c'est aussi peut-être un truc qu'il faudra que je fasse. J'y réfléchissais il y a pas longtemps, c'est d'avoir un petit texte d'introduction qui explique le contexte très rapidement, genre en 1 page. Et l'idée, ça serait de partir, de repartir de la 3e guerre mondiale, parce que fondamentalement, c'est aussi la question de à qui parle le livre de base, dont on avait parlé il y a quelque temps. C'est un point qui a l'air de rien comme ça, mais en fait, ça signifie que par rapport à notre vécu à nous, il y a 35 ans qui ont été complètement effacés. Même plus que ça, parce que à partir du moment où la 3e guerre mondiale commence en 1989, il y a énormément de choses qui changent déjà à ce moment-là. L'anéantissement nucléaire de Noël 1992 rajoute encore des trucs.
ce qui fait qu'il y a des décalages avec le monde tel qu'on le connaît. Mais tout ça, il faut que je réfléchisse, il faut que j'intègre, et je pense d'avoir un texte au début en disant, voilà, en Noël 1992, apocalypse nucléaire généralisée, mais rassurez-vous, la planète va mieux, et puis il se passe ça et ça, et maintenant il y a ça et ça, et d'avoir un texte qui permet d'introduire le truc très rapidement, et d'avoir des sortes de liens hypertextes, même si en papier ça n'existe pas, mais enfin il y avait ça dans Tigre Volant 3e édition, donc Tigre Volant 2006. Vous aviez des renvois vers les pages. Chaque fois qu'on mentionnait quelque chose de nouveau dans le contexte, il y avait un renvoi vers la page qui décrivait plus précisément ce dont on parlait. Et ça, je pense que c'est un truc qui pourrait être intéressant à faire, à voir, à mettre sur pied, de façon, là encore, à avoir une rampe de lancement pour l'univers du jeu. Qui, même si je suis en train de tailler dedans pour la version du livre de base, ça va quand même être un gros morceau de texte. On va quand même arriver sur 30-40 pages dans ces eaux-là, hein. Peut-être même plus. Mais du coup, voilà, faut quand même qu'il y ait par rapport aux plus de 100 pages qu'il y avait dans la version de 2006, ça sera beaucoup plus facile à digérer. Mais quand même, il faut quand même arriver à faire en sorte que les portes d'entrée soient les moins complexes possibles pour entrer. J'espère que je me fais bien comprendre là-dessus. Ou alors c'est l'alcool. Ça, c'est possible. Bref. Toujours est-il que je vais donc m'arrêter gentiment là. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci à ceux qui étaient là. Merci Torb, merci Victor. Merci à ceux qui n'ont pas dit bonjour. Merci à Imaginos, parce que j'imagine qu'il est derrière son écran et qu'il va m'envoyer un email pour me dire qu'il était là. En tout cas, merci à ceux qui vont revoir cet épisode, ce direct en rediffusion. Donc c'est sur la rediffusion. Alors là, je le dis ici, mais enfin, ça sert à rien parce que c'est sur 3 personnes, mais enfin, fondamentalement, les rediffusions de Erdorin 2300, c'est pas sur la chaîne Radio Erdorin, c'est pas sur ma chaîne Stéphane Gallet, c'est sur la chaîne Erdorin sur laquelle je parle principalement de jeux de rôle et principalement donc d'Erdorin de Tigre Volant. Voilà, donc c'est @Erdorin. Vous avez normalement ça dans la description du truc, mais je le rajouterai de toute manière. Voilà, sur ce, une très bonne soirée à vous tous. J'espère qu'on se reverra la semaine prochaine, peut-être en encore plus grande compagnie. Et puis sinon, à whenever, quoi. À plus, bonne soirée.